Bon, vous n'êtes pas naïf, hein, Président. Non, peut-être pas. Oui. Peut-être pas, vous avez de l'expérience. Comment dire oui à l'islam et non à l'islamisme? Comment? Mais c'est fondamental. Les mouvements islamistes, ce n'est pas des mouvements religieux, c'est des mouvements politiques qui instrumentalisent la religion pour arriver au pouvoir. C'est ça la vérité. L'islam, c'est autre chose. Moi, je suis musulman. Le peuple tunisien est en majorité musulman, mais ils sont tolérants avec toutes les autres religions. Et dans le Coran, il y a des versets très clairs. Votre religion est la mienne. Ça veut dire que nous pouvons cohabiter ensemble. Ça veut dire que vous demandez aux islamistes de choisir entre la politique et la religion? Comment? Vous demandez aux islamistes, au mouvement, aux partis islamistes de choisir entre la politique ou la religion? Non, je leur demande tout simplement d'être des musulmans et non pas des islamistes. Et s'ils sont musulmans, vous savez, ils sont tolérants, ils vivent avec les autres et ils regardent l'avenir. C'est pour ça que vous avez fait entrer des gens d'Ennahda dans le gouvernement. Quand ils ont renoncé au gouvernement, pas au pouvoir, ils sont partis avec Rachid Ghanouchi, le leader du mouvement Ennahda. Est-ce qu'il vous a dit qu'il acceptait de placer la Tunisie avant la loi islamique? Il a dit publiquement. Bon, le croire ou ne pas croire, c'est notre histoire. Mais moi, je dis ouais. que les gens d'Ennahda, c'est quand même des Tunisiens. Ils font partie du paysage politique de la Tunisie. Moi, l'élu de tous les Tunisiens, je dois en tenir compte. Mais je dois en tenir compte dans les limites raisonnables, c'est-à-dire dans leur représentativité. C'est-à-dire séparer la religion de l'État. Vous croyez que c'est possible? Nous avons une constitution civile, pour un État civil, mais bien entendu, pour un peuple musulman. Et il n'y a aucune référence religieuse dans la constitution actuelle. Ni la charia, ni ça, tout ça a été écarté. Ça a été essayé et ça n'avait pas réussi. On parle, Monsieur le Président, de liberté d'opinion. Est-ce qu'on peut critiquer aujourd'hui le Président ou se moquer de lui? Il y a quelques jours, il y a un humoriste qui a été mis en prison, puis relâché, parce qu'il s'était moqué du Président. Écoutez, vous êtes un journaliste professionnel. Avant de dire ça, vous aurez dû vous rendre compte exactement de la situation. Ce n'est pas ça du tout. Ils ont toujours ridiculisé le président dans les choses. Ça m'a pas... Non, mais vous acceptez qu'on... Mais cette fois, ce journaliste-là, il a pris la place du président et il est intervenu dans une affaire en disant « Moi, je suis Belgique Kaïd Sepsi, le président de la Tunisie. Je vous demande... » Non, c'est pas imité. Vous dites qu'il vous a imité à mauvais escient dans une affaire compliquée. Mais sur le principe, est-ce qu'on peut se moquer du président, de vous, par exemple? Je vais vous féliciter. Non, c'est-à-dire le lecteur de Montesquieu, de Voltaire, aujourd'hui de Freud, hein, puisque vous me l'avez dit, oui, accepte la liberté, la pratique de toutes les libertés. De Freud parce que vous avez trouvé un livre sur moi. Oui, je lis du Freud et je lis du Voltaire et je lis de... Oui, alors... Mais, de Montesquieu surtout. Voilà, mais vous acceptez ou pas la dérision, l'autodérision? Non seulement je l'accepte, mais je défends tous ceux qui peuvent me critiquer. Comment? Vous êtes Charlie, Monsieur le Président? Je ne connaissais pas bien Charlie. Mais en tout cas, il a été victime, comme nous, d'une sauvagerie et d'un fanatisme. Et effectivement, je suis solidaire de tous ceux qui sont les victimes du fanatisme. Et Charlie, vous êtes Bardot, vous êtes... Tout à fait ça. Oui, oui. Donc, les juges ont fait peut-être du zèle dans l'histoire qu'a dit Christophe. Non, ils n'ont pas fait du zèle. C'est pas vous qui leur avez demandé? Jamais de la vie. Bon, mais ils n'ont pas fait du zèle. Ils ont appliqué la loi. Mais vous l'avez pas dit, allez hop, non, en cabane. Non. Ni en cabane, ni en sortie, je n'interviens jamais dans les affaires judiciaires. Qui peut vaincre Daesh? Comment? Qui peut vaincre les égorgeurs et les barbares de Daesh? Qui? D'abord, les Tunisiens maintenant. Non, mais c'est un phénomène, vous l'avez dit vous-même, mondial. Alors, si le monde veut serrer ses rangs et veut être solidaire chaque fois qu'un pays est victime d'une telle agression, oui, nous serons en voie de vaincre Daesh et tous les autres. Aujourd'hui, justement, ce danger qui consiste à voir l'État islamique partout, comment, avec quels moyens comptez-vous le combattre? Votre armée va maintenant sécuriser les villes telles que vous l'avez annoncé. Est-ce que ce n'est pas un poids financier supplémentaire compte tenu de votre budget? Ce n'est pas par des moyens policiers ou des moyens comme vous venez de sécuritaires qu'on va gagner la bataille. C'est par des moyens politiques et par une politique d'avant-garde, pour que tous les Tunisiens se sentent intéressés par cette politique et y adhèrent pour justement vaincre cela. Et il ne faut pas quand même croire qu'ils vont nous gagner parce qu'il y a deux fanatiques qui ont fait ce qu'ils ont fait. C'était très dangereux, c'était très mauvais, ça nous a touchés
mais ça ne nous a pas abattus. Vous n'êtes pas trop optimiste? Comment? Vous n'êtes pas trop optimiste parce que est-ce qu'il n'y a pas d'autres menaces dans tout le pays? Il n'y a pas de risque zéro. Mais je suis réaliste et je sais que les Tunisiens, comme un seul homme, vont être debout. Un journaliste, peut-être que vous connaissez ou ne connaissez pas, il a dit « C'est fini la Tunisie, le tourisme c'est fini ». Je lui ai dit « Non, c'est peut-être vous qui soyez fini, mais la Tunisie va être debout ». Oui. Donc Bernard Cazeneuve est venu, il vous a proposé des aides sécuritaires, c'est pas ça dont vous avez forcément besoin. Ça, c'est une affaire de gouvernement. Moi, je respecte la Constitution. M. Cazeneuve est venu comme envoyé spécial, je l'ai bien reçu, c'est normal. Il était l'envoyé du président de la République, mais pour ces choses-là, il a été discuté avec le ministre de l'Intérieur et le président du Conseil. Il a fait des propositions. Une simple phrase, le musée où nous sommes, Monsieur le Président, il va ouvrir Mardi. Oui. Après-demain. Merci. Nous nous retrouvons dans un instant pour le grand rendez-vous qui est en même temps retransmis par la télévision Nesma, qui est diffusée en Tunisie, en France, avec 1 million de téléspectateurs, et dans tout le Proche-Orient. On vous retrouve, Président Essebsi, dans un instant. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen, avec Le Monde et iTélé. Christophe Ayad, Michael Darmon, Jean-Pierre Elkabbach. Le grand rendez-vous est aujourd'hui réalisé en direct du musée du Bardo à Tunis, qui a vécu mercredi, il y a à peine 4-5 jours, une inoubliable tragédie. Comme à Paris, elle a provoqué des réactions d'indignation, d'émotion, des torrents de bons sentiments. C'était à qui je disais « je suis Bardo », comme on disait « je suis Charlie », ou M. Juncker, le président de la Commission européenne, « je suis tunisien ». Mais après, pour vous, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que vous attendez de concret? Ça débouche sur quoi pour la Tunisie? Pour le moment, c'est un bon soutien moral. Mais vous savez, la Tunisie a des défis à relever, des défis économiques, de développement. Elle a besoin d'investissement, elle a besoin de crédit. Bon, malheureusement, jusqu'à maintenant, on a fait des promesses, mais on n'est pas encore au stade de leur réalisation. Donc, si jamais on veut nous soutenir, ils sont les bienvenus. Et pourtant, les promesses ont été faites il y a longtemps. Il y a eu un sommet du G20 à Deauville qui devait aider les révolutions de la Tunisie. Des promesses ont été faites. Rien n'est arrivé. Qu'est-ce qu'on vous a donné? On nous a promis 25 milliards de dollars en 5 ans. Non, d'abord la Tunisie. Et en réalité, parce que nous avions présenté un plan de développement pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'on vous a donné? La vérité. Pas grand-chose jusqu'à maintenant, pour ne pas dire rien de significatif. C'est-à-dire, vous ne croyez plus les promesses? Non, mais peut-être chaque pays a ses problèmes. Bien sûr, je sais que l'Europe maintenant est passée par une crise, le monde entier par une crise, mais la Tunisie n'était pas leur priorité. Et surtout maintenant, avec la Grèce, avec les autres, bon, la Tunisie, ça passe au deuxième plan. Il y a eu tellement de discours sur le printemps de jasmin. Vous les avez entendus, tous les grands chefs d'État. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ce moment-là? Moi, je leur avais dit qu'il n'y avait pas de printemps arabe, il y avait un début de printemps tunisien. Et si ce printemps se confirmait en Tunisie, peut-être un jour, il y aura un autre printemps arabe. Maintenant, nous sommes aujourd'hui le début du printemps. Ouais. Et le 22 mars. Il y a des hirondelles pour le printemps. Mais l'hirondelle ne fait pas le printemps. Mais il faut une hirondelle pour le printemps. Peut-être que la Tunisie est cette hirondelle-là. Est-ce que vous vous dites, si la Tunisie c'était la Grèce, si j'étais grec, peut-être je serais mieux traité? Bon, la Grèce fait partie de l'Union européenne, nous n'en faisons pas partie. Elle a l'euro, nous savons faire la différence et nous savons prendre en considération la situation des uns et des autres. Mais quand même, nous sommes quand même au cœur de la Méditerranée. Et les problèmes sécuritaires, c'est pour toute la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la sécurité des pays de l'Europe. Et s'ils ne sont pas conscients de ça, ils vont le payer. La Tunisie, il faut le rappeler, elle est à 50 minutes de Rome. Elle est à 1h10 de Nice et à 2h de Paris. Oui, c'est vrai. Donc vous dites que c'est le pilier de l'équilibre méditerranéen. Pour aller en Europe, on prend une flouk, c'est fini, on ne prend même plus l'avion. Et nous avons Lampedusa qui a eu en un jour 22 000 qui sont venus de la Libye et d'ici. Et la ville était peut-être plus italienne. Et quand même, nous avons trouvé un arrangement avec les Italiens, il faut quand même le dire. Donc vous dites qu'il faut que la plupart des pays aident au développement et de la Tunisie et des pays du Maghreb qui en ont besoin et des pays africains si on ne veut pas voir arriver
des torrents de malheureux réfugiés, des naufrages dans la Méditerranée. Ça, c'est vrai. Et si l'Europe vous aide pas, qui peut vous aider? Non. Les pays du Golfe, les États-Unis? Je ne dis pas qu'elle nous aide pas. Elle n'est pas indifférente à notre sort. Mais elle ne fait pas beaucoup. Elle ne fait pas suffisamment. Mais nous avons aussi, les Américains nous ont aidés. Surtout sur le plan pour combattre le terrorisme, oui. Et nous avons aussi certains pays du Golfe qui sont nos amis et qui vont nous aider. C'est certain, ça. Ils ont pris contact avec moi et je sais qu'ils vont le faire. Mais le problème, c'est que nous en avons besoin tout de suite. Pas au moment où la Tunisie n'existe plus à cause du tourisme. Nous avons besoin de ça tout de suite. À cause du terrorisme. Bien entendu. Ouais. Au mois de mai, vous allez aux États-Unis. Oui, je vais. Vous allez rencontrer je suis invité Barack Obama, oui. que vous connaissez. La Tunisie va peut-être accéder au statut de pays, je le lisais dans la revue Leaders, allié majeur non membre de l'OTAN. C'est-à-dire un statut privilégié qui vous donne des droits comme un certain nombre de pays pour la défense, pour la coopération, pour la croissance. Nous sommes pour cette formule-là. Oui, mais... Et nous avons accepté ce principe. Et j'espère qu'au moment où nous irons aux États-Unis, nous allons formaliser. Oui, mais... La Jordanie comme Israël, Comment alliés comme la Jordanie, comme Israël, les mêmes types de relations avec... Pas comme Israël. Israël, c'est un cas unique dans le monde et c'est en dehors de les légalités internationales. Oui, mais il y a l'Égypte, il y a la Jordanie. Oui, c'est vrai, comme ces pays-là. Oui. Mais est-ce que vous voulez que la France fasse de vous aussi, la Tunisie, un allié majeur, un allié privilégié entre nous, là? Lorsque la France nous le proposera, nous accepterons. Oui. Vous pensez qu'elle va vous proposer? Je n'en sais rien. Mais vous souhaitez qu'elle vous le propose? À quelques jours d'une visite en France, vous posez doutez... la question à M. Hollande. Mais vous allez lui poser en premier. À quelques jours d'une visite en France, vous avez certainement déjà un petit peu le menu de vos conversations, j'imagine. Non, pas du tout. C'est une visite d'État. Généralement, on ne signe pas des conventions dans les visites d'État. Non, mais on peut, par exemple, annuler la dette. Ou là, Ça vous fait rire. C'est vrai. Notre dette vis-à-vis de la France, elle est en monnaie tunisienne de 2 milliards 480 millions de dinars, c'est-à-dire 1 million et quelques d'euros. 1 milliard et quelques d'euros. Bon, je ne pense pas que la France est disposée à tourner la page. Bien entendu, nous serons très heureux si elle le proposait. Il faut dire que vous serez à Paris les 7, 8, 9 avril, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. C'est votre première sortie officielle depuis que vous avez été élu. Mais est-ce que vous sentez malgré tout, même si on n'a pas de fric, d'argent, ou beaucoup d'argent, est-ce que vous sentez la France proche de vous, à travers les réactions des uns De des moi, autres? sûrement, parce que j'étais toujours en France, j'ai fait mes études en France, j'étais ambassadeur à Paris, j'ai des amis partout, parmi eux beaucoup de journalistes, dont certains sont autour de cette table. Oui, mais la Tunisie a besoin d'un peu plus que ça. Et en tout cas, nous ne voulons jamais gêner nos amis. Ils font tous les efforts quand ils peuvent le faire. Et s'ils ont des empêchements, à ce moment-là, on ne peut pas leur reprocher. Tout à l'heure, vous montriez quand même une forme d'inquiétude à l'égard de ce qui se passe en France, de sa situation politique. Qu'est-ce qui vous inquiète en France politique? En France, vous parliez tout à l'heure d'un climat, de la tolérance. Je ne critique jamais la politique d'un pays ami. J'espère que nous respectons les uns et les autres. La Tunisie maintenant est un pays indépendant, sa propre souveraineté. C'est la première fois depuis le début de l'émission que vous faites la langue de bronze. Pourquoi la langue de bronze? Parce que la question est un peu sensible. Qu'est-ce qui est sensible? Vous allez en France dans quelques jours. Il y a beaucoup de problèmes aussi liés à l'économie, à l'évolution de l'extrême droite, qui inquiète beaucoup la France depuis quelque temps. Quel regard vous avez? Je ne vais pas leur donner la leçon quand même. Non, mais un regard. Je m'empêche de le faire. Mais en amis, nous discutons, bien entendu. La situation des Tunisiens, des gens d'origine tunisienne qui sont en France aussi est préoccupante pour nous. Non, c'est ceux qui font de l'islamisme radical qui sont des menaces dans toute l'Europe. Ils sont qui très menacent peu. la stabilité de l'Europe. Ils sont très peu. La majorité, c'est des bons musulmans. Et les bons musulmans vivent en bonne intelligence avec tous les pays. Et surtout, en France, ils respectent la loi française. Est-ce que vous dites qu'il faut respecter la laïcité? Mais bien entendu. Mais bien entendu, il faut respecter la laïcité. Nous ne sommes pas laïcs, nous. Ben, nous sommes quand même des gens qui ne mettent pas la religion dans toutes les sauces.
nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas des islamistes. Notre constitution n'est pas une constitution de référence religieuse, elle est une constitution pour un État civil, même si nous sommes musulmans. Mais est-ce que vous sentez... ne parlons pas de la France. Écoutez, l'Occident a la phobie de l'islam. Et c'est ce que j'ai dit. Et l'islam, parfois, l'islam dévoyé a la phobie de l'Occident. Non, et des valeurs judéo-chrétiennes. Ça, c'est l'islamisme. Je Je vous ai dit. Ça, c'est l'islamisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand même. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pourquoi l'Occident a la phobie de l'islam? Comme ça, par ignorance. Parce qu'ils ne connaissent pas le véritable islam. S'ils veulent le connaître, peut-être qu'on peut leur faire un rendez-vous ici, on leur expliquera. Ici, les Tunisiens, c'est des bons musulmans. Mais ils sont là depuis tout le temps. Est-ce que vous n'avez pas peur que les jeunes Tunisiens finissent par se détourner de l'Europe? Il est difficile d'y aller. Il y a des mouvements xénophobes, islamophobes, etc. Donc finalement, ils vont peut-être aller vers les États-Unis. Chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils prennent des barques et ils vont en Europe. C'est vrai. Parce que c'est le pays le plus proche, parce que nous avons des traditions, parce que les pays européens étaient chez nous pendant un certain nombre de temps, pendant 3/4 de siècle. Bon, ça se coupe pas en un fois. Elles sont aussi francophones que vous, aussi francophiles? Les jeunes générations, elles sont aussi francophones et francophiles que vous? Écoutez, chaque génération a ses phobies aussi, et elle a sa culture. Il faut qu'ils viennent faire leurs études en France. La France donne des bourses. Il faut que la France encourage. Il faut que la France encourage les Tunisiens à y aller et peut-être à faire un effort pour leur donner des bourses parce qu'ils sont démunis. Peut-être ils iront. Dans mon temps, le nombre le plus important d'étudiants étrangers en France, c'était des Tunisiens. Ouais. Justement, les Tunisiens et les Français vous ont vu ou ont le souvenir que vous avez plaidé avec Pierre Mendès France, avec Gisèle Halimi, etc., et que vous avez une capacité à convaincre. Et vous dites et vous répétez, la volonté peut tout. Je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez pour le futur de la Tunisie, tant que vous êtes au pouvoir et tant que vous êtes là, et pour après? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux une Tunisie du XXIe siècle, une Tunisie moderne, une Tunisie d'avenir, avec la préparation de sa jeunesse pour diriger un pays d'avenir. Donc, changement et révision des problèmes éducatifs. Deuxièmement, il faut les former aux grandes écoles parce qu'actuellement, nous avons la technologie moderne qu'on n'en avait pas il y a longtemps. Et quand vous dites qu'il faut, dans votre discours, là, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, il faut la réconciliation. La réconciliation avec qui? La réconciliation nationale, j'ai dit, ouais. Entre tous les Tunisiens, qui ne sont pas tous du même avis. Les uns ont été dévoyés dans une voie, les autres dans une autre voie. J'ai dit actuellement, nous avons maintenant... nous sommes en face d'une agression terrible. Il faut que nous serrions les rangs et nous oublions les différences pour remettre en avant tout ce qui nous unit. C'est le rôle de Béji, Caïd et Sepsi dans la filiation de Bourguiba. C'est ça? Je suis l'élève de Bourguiba. J'étais dans son école, mais Bourguiba était dans une époque, moi je suis dans une autre, et je tiens compte des évolutions nécessaires, comme on dit. Merci de nous avoir reçus au musée du Bardo. Merci d'avoir et c'est moi qui vous remercie d'être venu. Et je remercie tous vos téléspectateurs français. Voilà, et tous les groupes et les maisons qui appuient à travers nous la solidarité à l'égard de la Tunisie qui a souffert. Merci beaucoup.